Ok, alors on va commencer. Alors tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être présents à cet atelier. Je vais me présenter rapidement. Je vais d'abord présenter mon cabinet. Je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle Revo Avocat. C'est un cabinet qui a une petite spécificité, c'est qu'on ne fait que de la fiscalité et surtout que de la fiscalité à destination du secteur crypto. On peut envisager des problématiques de fiscalité générale, mais c'est toujours à destination soit de particuliers, soit de traders, soit d'artistes, soit de développeurs, soit d'entreprises qui veulent lever des fonds, qui veulent, enfin, tout un tas de types d'opérations, donc qui ont des enjeux en matière de crypto, en plus de leurs enjeux patrimoniaux et opérationnels généraux. Donc, je me présente quand même, je m'appelle Axel Savant, je suis avocat fiscaliste et ça fait à peu près, enfin un peu plus maintenant, de 6 ans que je m'intéresse au sujet de fiscalité crypto, donc je fais vraiment partie des précurseurs en la matière, parce que quand je me suis lancé fin 2017, début 2018, on devait être, allez, 3 avocats en France à faire de la fiscalité crypto, et encore, on n'est plus peut-être que 2, je pense surtout à une autre personne, mais voilà, là, ça s'est un peu plus développé, il y a un peu plus de cabinets d'avocats qui envisagent ces enjeux, assez rarement qui en font leur activité principale. On doit être aujourd'hui en France entre 5 et 10 cabinets d'avocats à complètement vivre à 100% de l'accompagnement des enjeux sur le secteur crypto. Et en matière de fiscalité, alors des équipes qui vivent à 100% sur la fiscalité crypto, j'en connais une autre, mais c'est un cabinet qui est un peu plus grand que le mien, parce qu'il ne fait pas que de la fiscalité. Donc j'ai encore aujourd'hui la chance d'être le seul cabinet d'avocats en France qui ne fait que de la fiscalité crypto. Voilà, alors tout d'abord, on va commencer très rapidement en vous rappelant les différents types de revenus crypto qui peuvent être encadrés par la fiscalité, parce qu'il ne faut pas oublier que qui dit gain dit imposition. Le fisc est particulièrement vigilant là-dessus. Et donc, en gros, ce qui va vous concerner principalement, ça va être les opérations de cession à titre onéreux, les reventes de crypto, globalement, que ce soit dans le cadre d'opérations d'échange crypto ou dans le cadre d'opérations de conversion crypto-euro ou opérations de vente de crypto pour acheter des biens et des services. On va avoir des opérations de levier, toutes les opérations de contrats futurs sur des actifs numériques, les opérations de lending et de staking, les revenus tirés du mining, les gains liés au airdrop, les cryptos reçus à titre gratuit, en réalité pas vraiment gratuitement parce que ce sera en contrepartie d'une prestation, c'est notamment le cas de développeurs qui se font rémunérer en crypto, que ce soit par des entreprises ou directement par des protocoles décentralisés. Il y a beaucoup de développeurs en France qui travaillent pour des gros protocoles en fait, et qui perçoivent de grosses allocations de tokens pour leur travail de développeur. Donc ça va les intéresser évidemment, ça concerne peut-être certains d'entre vous. Et enfin, les salaires en crypto. Ça, c'est toute la diversité des revenus que vous pouvez avoir en tant que particulier. Alors évidemment, les entreprises peuvent avoir le même type de revenus, mais ça va être des règles fiscales à chaque fois un peu différentes. Et petite précision que j'ai inscrit dans la présentation aussi, quand je vais parler de crypto, je peux aussi utiliser le terme d'actifs numériques, à savoir que actif numérique, c'est le terme légal, le terme qui est consacré dans le Code général des impôts pour parler de crypto. Et c'est une définition qui est assez large en fait. C'est en gros les représentations numériques d'une valeur assez quelconque, à partir du moment où elle n'est pas garantie par une banque centrale, émise par une banque centrale, ou représentative d'une monnaie légale. Et de l'autre côté, il y a les jetons qui sont représentatifs d'un droit et qui sont échangeables sur une blockchain. C'est des définitions qui sont très larges. Ce qu'il faut retenir, en gros, je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui parce que ça mériterait déjà une heure pour juste parler de la définition des actifs numériques. On parle de crypto tant qu'on ne parle pas de security token, pour faire simple, parce que la définition de security token, ça n'a pas trop d'existence en France, c'est d'autres définitions qui vont s'appliquer, c'est des titres financiers. Mais bon, security token, ça parle au plus grand nombre. Donc, crypto, ce n'est pas les security tokens et ce n'est pas les actifs qui seront, quand ils seront d'actualité, les monnaies numériques de banque centrale. En dehors de ça, tout ce qu'on va trouver sur des plateformes d'échange, en gros, ça va être de la crypto.
Et dans ce qu'on va voir aujourd'hui, donc toutes les opérations de trading, les distributions gratuites de tokens, les attributions de tokens et la TVA sur les opérations crypto, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui agissent à titre professionnel, qui reçoivent des paiements en crypto, et donc les sujets de TVA vont évidemment les intéresser. Les opérations de trading, vous avez 3 types de traders, au sens fiscal, hein, parce qu'évidemment des types de traders, il y en a plein, chacun fait son trading de sa manière. Vous avez les traders particuliers, les traders occasionnels, les traders qui agissent dans des conditions analogues à celles des professionnels et les traders professionnels. Cette distinction entre les deux derniers régimes, elle est assez nouvelle. En réalité, elle date du milieu de l'année dernière. Normalement, dans la loi, on a juste ces 2 premières catégories qui sont inscrites. Le premier, un article qui s'appelle l'article 150 VH bis du Code général des impôts, et le deuxième, l'article 92 du Code général des impôts. Et le troisième, c'est l'administration fiscale qui nous a produit une belle doctrine administrative l'été dernier pour préciser qu'il y avait en réalité un troisième type de trader. Les traders particuliers, alors, c'est assez simple, ça va concerner la grande majorité d'entre vous. Donc, c'est les personnes physiques qui agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. C'est-à-dire qu'elles font des placements en... alors, j'aime pas l'expression « bon père de famille » parce que c'était une expression qui était consacrée dans le code civil jusqu'en réalité assez récemment. On va dire en bon parent, quelqu'un qui agit de manière assez prudente. Il y a tout de suite quelque chose qui est très important à savoir sur le régime des traders particuliers, donc c'est le régime de plus-value en fait, quand vous revendez vos actifs numériques, c'est qu'on a souvent l'impression, et à tort, hein, je le dis tout de suite, je l'ai redit d'ailleurs hier sur un panel sur lequel j'intervenais, on a souvent l'impression que on n'a pas d'imposition en France sur les cryptos tant qu'on ne convertit pas en euros. C'est lié à une petite spécificité de ce régime, à savoir qu'on a un dispositif de sursis d'imposition. Le sursis d'imposition, en gros, c'est qu'on ne constate pas de plus-value, on ne cristallise pas de plus-value, c'est une opération qui est totalement neutre. On a un régime de sursis d'imposition des échanges entre actifs numériques. Ce qui fait dire à beaucoup de personnes, bah, je reste dans le secteur crypto, donc j'échange du Bitcoin contre l'Ether, je n'ai pas d'imposition, je reçois des cryptos, je n'ai pas d'imposition non plus. Et en réalité, ça c'est faux. C'est faux pour une bonne raison. C'est que dans l'article qui prévoit le régime de plus-value des particuliers, ça encadre en réalité un type d'opération bien précis, c'est les cessions à titre onéreux, d'actifs numériques. Ça, c'est le fait générateur global du régime des plus-values. Dès que vous avez une cession à titre onéreux, vous entrez dans l'article qui encadre les plus-values sur actifs numériques. Si vous ne faites pas une cession à titre onéreux, vous n'êtes pas dans cet article. Ça, c'est hyper important à savoir. C'est-à-dire que si vous faites une cession à titre gratuit ou une donation, c'est les droits de donation qui vont s'appliquer. Quand il y a une mutation à titre gratuit pour cause de mort, donc une succession, c'est les droits de succession qui vont s'appliquer. Donc on n'est pas du tout dans ce régime-là. Mais ça suppose surtout une cession. C'est-à-dire qu'une cession, c'est en gros, vous vendez un actif numérique. Dès lors que, enfin, quand ça, c'est des cessions à titre onéreux, quand vous vendez, les cessions à titre gratuit, c'est quand vous devez. Mais dès lors que vous n'êtes pas dans une opération où vous allez vous transférer la propriété d'actifs numériques qui vous appartiennent à une autre personne, vous n'entrez pas dans le champ d'application de ce texte. Et ça a une importance capitale pour comprendre pourquoi la fiscalité liée au staking, liée au mining, liée au lending, liée au airdrop est différente de celle de ce régime. Et deuxième précision, donc, si vous n'entrez pas dans ce régime d'imposition, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout éligible au dispositif de sursis d'imposition qui existe dans ce régime. Parce que ce sursis d'imposition, il n'existe que dans ce régime. Toutes les autres catégories d'imposition applicables ne connaissent absolument pas de régime de sursis d'imposition. Donc on est obligé de raisonner par rapport aux règles générales de ces autres régimes pour savoir si on a un gain taxable et comment il est taxable. Voilà pour la petite précision. Donc, comme je vous ai dit, ça concerne les cessions à titre d'actifs numériques. Il y a des opérations qui sont exonérées, donc les échanges d'actifs numériques. Et si, au cours de l'année, vous vendez pour moins de 305 € d'actifs numériques, vous vendez pour moins de 305 € d'actifs numériques, c'est pas vous avez moins de 305 € de plus-value.
Si vous faites 310 € de session avec 5 € de plus-value, vous êtes taxable sur 5 €. Si vous faites 304 € de session avec 303 € de plus-value, vous n'êtes pas taxable. Voilà, c'est un petit effet de seuil qui existe. Bon, en réalité, c'est assez marginal, mais pour les petits porteurs d'actifs numériques, ça peut quand même être intéressant. Et ça peut notamment être intéressant si vous conservez vos actifs numériques, si vous êtes des holders purs et durs presque, et que vous vous servez de vos cryptos en tant que moyen de paiement. Donc vous savez que si vous l'utilisez pour moins de 300 € d'actifs numériques sur l'année, vous ne vous embêtez pas. Vous ne vous embêtez pas avec la fiscalité, vous n'aurez pas d'imposition. Vous vous embêtez quand même à déclarer. Parce que toutes les opérations exonérées, à part celles qui sont visées par le sursis, les opérations purement exonérées, donc celles dans la limite de 305 €, doivent tout de même être déclarées en fin d'année, enfin dans l'année suivante. Quel est le régime applicable? Alors peut-être que vous êtes un peu familier avec ce régime d'imposition si vous vous intéressez à la fiscalité crypto. Donc globalement, la base d'imposition, ce sera la plus-value globale réalisée sur l'année. Donc dès que vous faites une opération taxable, cession à titre onéreux d'actifs numériques contre quelque chose qui n'est pas un actif numérique, vous avez une plus ou moins-value à calculer. On va voir juste après non, je n'ai même pas mis le détail de la plus-value, donc je vais vous donner à l'oral. Je vais vous donner à l'oral le détail de la plus-value. Mais en gros, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'à chaque fois que vous faites une opération taxable, vous calculez une plus et moins-value, et en fin d'année, vous regardez le montant total de vos plus-values, le montant total de moins-value, ça vous donne une plus-value nette ou une moins-value nette. La plus-value, elle se calcule de manière un peu spécifique. Si certains d'entre vous ont des PEA, ça ne devrait pas trop les surprendre la manière dont c'est calculé, mais pour ceux qui n'ont pas de PEA, c'est un calcul qui est tout à fait original, à savoir qu'on va regarder votre prix de vente, à combien vous avez vendu vos actifs numériques, et on va déduire une partie de votre prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, c'est l'ensemble des investissements crypto que vous avez faits. Que ce soit des investissements en euros, vous avez utilisé des euros ou une autre devise pour acheter des cryptos, vous vous êtes fait payer en crypto, c'est pareil, ça fait partie de votre prix d'acquisition, la valeur à laquelle vous êtes fait payer en crypto, ça fait partie de votre prix d'acquisition. On va consolider tous ces prix d'acquisition, et ce prix d'acquisition ne sera utilisable pour le calcul de votre plus ou moins-value qu'à hauteur du ratio entre votre prix de vente et la valeur totale de votre portefeuille. Je simplifie. Vous vendez 10% de votre portefeuille, vous utilisez 10% de votre prix de vente, de votre prix d'acquisition. Et évidemment, dès que vous utilisez un prix d'acquisition, il ne sera plus utilisable pour les opérations suivantes. Donc ça nécessite un suivi particulièrement méticuleux, pardonnez-moi le mot, mais particulièrement chiant, je vais le dire très honnêtement. Si vous faites quelques opérations dans l'année, c'est pas trop difficile à suivre. Avec un bon tableur Excel, pas de problème. Si vous commencez à faire des centaines d'opérations, notamment parce que vous payez avec des cartes crypto, soit vous êtes un acharné de la comptabilité, enfin du logiciel Excel, soit vous devrez utiliser vraisemblablement des logiciels qui viennent agréger vos plus et moins-values et qui vont nous permettre de calculer plus facilement le montant de votre plus-value. Je ne vais pas donner de nom ici parce que il n'y a pas d'affiliation, je ne touche rien, donc je ne vais pas faire de pub. Mais si vous voulez en privé, juste après, je peux vous donner quelques noms d'agrégateurs qui sont assez efficaces aujourd'hui. L'imposition, une fois que vous avez votre plus et moins-value globale sur l'année, vous avez le choix, depuis 2023, vous avez enfin le choix, soit c'est la flat tax. Flat tax, il ne faut pas raisonner 30% tout court. En fait, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Pourquoi c'est important de décomposer? Parce que vous avez l'option pour le barème progressif. C'est intéressant pour les petits porteurs de crypto, ceux qui n'ont pas trop de revenus en fait. Barème progressif qui connaît une imposition entre 0 et 45%, mais ces 0 à 45%, ça ne vient remplacer que les 12,8% d'impôt sur le revenu de la flat tax. Les 17,2%, ils sont toujours dus. Donc votre barème progressif sur vos gains crypto, en réalité, c'est 17,2 à 62,2%. Et si vous êtes chanceux et que vous avez réalisé plus de 250 000 € de gains sur l'année si vous êtes célibataire, ou plus de 500 000 € de gains si vous êtes marié ou pacsé, vous aurez une petite contribution additionnelle
qui s'appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. En gros, c'est une taxe supplémentaire de 3 à 4% sur la fraction qui dépasse 250 000 à 500 000 euros. Voilà pour le gain, pour l'imposition des plus-values. On a quelques sujets qui sont particulièrement difficiles à traiter aujourd'hui. C'est déjà le risque de requalification en trader professionnel ou quasi-professionnel. Ça, c'est clairement les questions que je reçois absolument tous les jours à mon cabinet d'avocat. J'ai fait beaucoup de gains. Est-ce que l'administration va me tomber dessus et considérer qu'à raison de ce gain, je suis un professionnel? Alors, je vous spoil tout de suite, on va en reparler quand même dans quelques minutes, mais ce n'est pas parce que vous avez juste réalisé un gain très important que vous êtes un professionnel. Imaginez un petit peu, pour faire une petite analogie, imaginez Bernard Arnault qui vend ses titres LVMH. S'il vend ses titres LVMH, est-ce que c'est un trader professionnel? Non. Et pourtant, ça vaut un paquet d'oseille. Donc voilà, en fait, il faut raisonner un peu de cette manière-là en matière de crypto. Ce n'est pas parce qu'on fait même 5 millions, 10 millions, 20 millions de gains en crypto que le seul montant de ce gain suffit pour être requalifié. Dans les faits, l'administration vient contrôler et tente de requalifier quand elle voit un gros gain. Donc après, il faut pouvoir se défendre pour expliquer comment ça va se passer en pratique. Donc ça, c'est le premier écueil à éviter, faire attention à sa qualification trader particulier, professionnel, quasi-professionnel. Et le deuxième, c'est bien sûr la valorisation de votre portefeuille. Étant donné qu'à chaque fois que vous faites une opération de vente taxable, vous devez connaître la valeur de votre portefeuille pour savoir quelle est la fraction de prix d'acquisition à imputer sur votre prix de vente. Ça nécessite d'avoir une vision totale de votre portefeuille et de pouvoir la valoriser précisément à chaque opération. Vu la volatilité qu'il existe dans les cryptos et vu la difficulté de valoriser certaines cryptos, ça peut poser des problèmes. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail de problèmes de valorisation, mais c'est des vrais sujets, notamment quand on dispose d'une grosse proportion de la supply de certaines petites caps. Ça peut être un vrai problème de valorisation parce que dire, voilà, sur CoinMarketCap, j'ai pour 2 millions de tokens, sachant que, pour 2 millions d'euros de tokens sur un petit projet, sachant qu'en réalité, j'en détiens 25% de la supply, si je les vends, ces 25%, en réalité, ça ne vaut pas 2 millions. Donc, il faut savoir comment manier le principe de décote là-dessus en fonction de la supply. Bon, en pratique, l'administration ne se prend pas trop la tête là-dessus. Voilà pour les particuliers, et j'espère que ça concerne une majorité d'entre vous, parce que ceux qui sont professionnels ou quasi-professionnels, c'est une autre paire de manches, c'est un tout petit peu plus compliqué. Qui ça concerne déjà les traders professionnels? Donc c'est encore une fois les personnes physiques qui agissent hors gestion patrimoniale cette fois, par opposition aux particuliers qui agissaient dans le cadre de leur gestion patrimoniale. J'ai précisé personnes physiques. En réalité, ça peut aussi inclure des sociétés à condition qu'elles soient en régime de transparence fiscale, de transmissibilité fiscale. En gros, une société qui est à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Une société qui a l'impôt sur les sociétés, elle n'obéit pas du tout à ces règles-là. Elle obéit aux règles comptables, principalement, et règles de l'impôt sur les sociétés. On va voir ça juste après cette slide. Qu'est-ce que ça concerne? Quelles sont les opérations qui sont concernées, là encore? C'est les cessions d'actifs numériques contre tous les autres biens ou services. Et cette fois, je vous ai dit qu'on n'avait pas ce principe de sursis d'imposition chez les professionnels. Donc, si vous vendez des actifs numériques contre d'autres actifs numériques, vous faites une opération d'échange, vous allez potentiellement avoir une fiscalité au titre de cette opération. Les opérations qui sont exonérées, elles sont assez limitées. Alors, on retrouve l'exonération de 305 € en fait, parce que dans le régime de plus-value sur actifs numériques, on a reproduit ce montant-là en fait. C'est pas l'inverse, ça vient de là, l'abattement de 305 €, sachant que c'est applicable seulement si vous êtes en régime dit micro-BIC, micro-BNC. En gros, on ne prend pas en compte les charges, on prend en compte que les recettes, et on a un abattement forfaitaire dont le pourcentage varie selon la catégorie d'imposition. On a un abattement forfaitaire qui ne peut pas être inférieur à 305 €. C'est pour ça qu'on parle d'exonération pour les opérations en dessous de 305 €. Je vous le dis tout de suite, et c'est possible que ce soit une question que vous vous posiez, avoir une activité de trader professionnel ou quasi-professionnel en régime micro, c'est la pire idée qui puisse exister. Pour une raison très simple, c'est que je vous ai dit, quand bien même vous seriez dans les seuils éligibles au régime micro-BIC, micro-BNC, le calcul du résultat micro, on prend en compte vos recettes,
donc toutes vos ventes, y compris contre d'autres actifs numériques, et on ne prend pas en compte vos charges. Vos charges, elles sont prises en compte forfaitairement. 34% pour le régime micro BNC et 71% pour le régime micro BIC. Ça veut dire que dès que vous allez faire une opération d'échange crypto entre deux cryptos sous un régime micro, si vous êtes en micro BNC, vous allez être taxé sur 66% de la valeur de votre trade. Tout simplement. Alors que vous n'avez pas fait de gain. Alors que vous avez juste échangé du Bitcoin contre de l'Ether, peut-être que vous veniez d'acheter ce Bitcoin avec des euros, voilà, ben vous êtes taxé à 66% dessus. Donc c'est vraiment la pire idée qui existe et il ne faut pas se mettre dans la tête que ce régime micro, on peut l'utiliser juste pour faire ses cash out euros, parce que ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Voilà, donc ça, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est le régime micro, vous l'oubliez si vous avez une volonté d'être trader professionnel. La fiscalité applicable, donc la base imposable, je l'ai dit, c'est bénéfices réalisés, donc en BNC, c'est les recettes moins les charges. On regarde le montant de vos encaissements, le montant de vos décaissements globaux sur l'année, et à la fin, on en tire le bénéfice imposable. En BIC, c'est un peu plus compliqué parce qu'on parle de variation d'actifs nets. Pour faire très simple, et ça va être la même chose qu'on va retrouver dans les sociétés à l'impôt sur les sociétés, on prend la photographie comptable de l'actif de votre entreprise au 1er janvier, on prend la même photographie comptable au 31 décembre et on regarde s'il y a une différence. S'il y a une différence en moins, c'est un déficit. S'il y a une différence en plus, c'est un bénéfice. Voilà. Si vous voulez, pendant les questions, on pourrait éventuellement entrer un peu plus dans le détail de comment on raisonne par rapport aux règles comptables sur des BIC. Mais voilà, globalement, ce n'est pas une question fiscale, spécifique fiscale. L'avantage, c'est que les déficits sont reportables sur 6 années. Une fois que vous avez calculé votre bénéfice, vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu au barème progressif, obligatoirement. Donc barème progressif 0 à 45%. Et pour la partie prélèvements sociaux, ça va dépendre de votre qualification de professionnel, non professionnel. Sachant que c'est déjà une qualification qui va entrer en ligne de compte pour savoir si vous êtes en BNC ou en BIC. Pour essayer de faire simple, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, les personnes qui sont réputées disposer de moyens analogues à ceux des professionnels sont taxables en BNC, en bénéfices non commerciaux. Et les personnes professionnelles, et ça c'est l'administration fiscale qui nous a pondu une belle doctrine administrative cet été, les traders professionnels sont imposables en BIC. Donc les traders professionnels en BIC vont avoir par définition des cotisations sociales des travailleurs indépendants et les personnes en BNC vont avoir des prélèvements sociaux. La distinction professionnelle, quasi professionnelle, j'adorerais vous répondre de manière très claire ce que c'est. En réalité, vous pouvez interroger n'importe quel praticien du droit qui fait de la fiscalité crypto. On va pouvoir vous donner des indices. Mais honnêtement, même nous, ça nous a surpris cette doctrine administrative. On ne voit absolument pas comment faire. Parce qu'en gros, les critères de professionnalisation au sens fiscal, c'est quelque chose qui est connu en fait. Ça suppose la participation directe, personnelle et continue du contribuable aux opérations. Quand on fait du trading, a priori, on le fait personnellement, on le fait de manière continue, on le fait de manière directe. Donc savoir quand est-ce qu'on est professionnel ou quasi professionnel, c'est des critères qui sont très difficiles à manier. Je pense que ça se résoudra dans les contentieux fiscaux à l'avenir. C'est pas forcément une très très bonne nouvelle, mais aujourd'hui, voilà, on en est à peu près là. Et la grosse difficulté pratique, oui, pardon. Je vous ai mis aussi là, trader, les cotisations TNS, c'est seulement si vous êtes trader professionnel au sens URSSAF. Alors, ne vous embêtez pas en plus à chercher des critères au sens URSSAF. Pour l'URSSAF, la définition de professionnel, c'est exactement la même que celle au niveau fiscal. Voilà, quelqu'un qui est professionnel au niveau fiscal, il est professionnel pour l'URSSAF. Voilà, donc il faut faire simple là-dessus. Enfin, ça va, vous êtes à peu près bien accrochés, vous comprenez pour l'instant? Bon, on va entrer maintenant dans les... Ça, c'est en général ce qui est à peu près connu de tout le monde. Régime de plus-value des particuliers, régime de plus-value des traders professionnels. En général, vous maîtrisez. Trader à l'IS, bon, c'est quand on a une société, à l'impôt sur les sociétés. Je ne vais pas forcément trop m'attarder dessus, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est exactement les mêmes règles qu'en BIC, variation d'actifs nets.
Vous avez juste des taux d'imposition qui sont différents. Donc, si vous pouvez bénéficier d'un taux réduit à 15% selon certains critères. Si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, sachant que les 10 millions, ils peuvent être vite remplis en matière de crypto. Je vous ai dit que vu qu'on prenait en compte les opérations d'échange crypto-crypto, en fait, on raisonne en termes de volume pour calculer les chiffres d'affaires. Donc, les 10 millions, même sur des portefeuilles qui ne sont pas énormes, on y arrive vite en fin d'année. Voilà, vous pouvez bénéficier d'un taux jusqu'à 15% sur 42 000 euros de bénéfices. Et puis après, c'est 25%, sachant que si vous voulez récupérer l'argent dans votre poche derrière, il y aura deux solutions. Soit vous faites une distribution de dividendes, donc vous payez d'abord l'impôt sur les sociétés au taux de 25%, en gros de 25%, puis 30% de flat tax, ce qui vous donne un taux flat de 47% à peu près, j'ai arrondi. Mais vous n'avez pas de risque de requalification, l'avantage, parce qu'on ne requalifie pas des dividendes. Et l'autre solution, c'est de se verser du salaire, tout simplement. Salaire qui sera déductible de votre résultat un peu sur les sociétés. La grosse difficulté, comme en matière de BIC, c'est de trouver un comptable crypto qui est compétent. Il n'y en a pas beaucoup en réalité. Ils ne savent pas forcément bien manier toutes les opérations, notamment quand on fait intervenir de la DeFi, ça devient souvent très compliqué à justifier et à inclure dans les fichiers des écritures comptables. Donc voilà, si vous envisagez d'avoir une société IS avec de la crypto, trouvez un bon comptable crypto. Des distributions gratuites de tokens. Alors c'est gratuit, oui et non. En réalité, c'est jamais totalement gratuit. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on va obtenir ces tokens. Et justement, c'est la raison de cette obtention qui va permettre d'entrer ou non dans une catégorie d'imposition déterminée. On va avoir les airdrops, le lending, le staking et le mining. Et on essaiera de faire un point un peu plus important sur le staking, parce que si vous avez suivi les évolutions, les propositions d'évolution de la fiscalité crypto au dernier trimestre de 2023, vous avez vu qu'il y avait un amendement, qu'on appelle l'amendement Botorel, qui était inclus initialement dans la loi de finances pour 2024, qui visait à rendre imposables à réception les récompenses de staking. Cet amendement a été retiré, mais en réalité, ça ne change pas forcément grand-chose. Les airdrops. Alors ça, c'est la solution la plus simple. Les airdrops, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes un particulier et que le airdrop, c'est un vrai airdrop commercial, c'est pas, vous n'avez pas une entreprise ou un protocole qui a dit, voilà, vous faites du développement et puis on va vous airdrop juste pour nos développeurs des tokens. Parce que ça, c'est en gros, c'est de la rémunération déguisée. Là, le airdrop, c'est vraiment ceux qui vont farmer du airdrop, qui vont tester des protocoles, qui vont faire des opérations sur des protocoles, et parce qu'ils auront permis de vérifier, en faisant des tests sur le protocole, ils ont permis de vérifier que le protocole fonctionne bien, on va leur donner des airdrops, donc sur tous les écosystèmes qui puissent exister. La solution, elle est simple. Alors, elle n'est pas prévue dans la loi, c'est plutôt des positions de l'administration que j'ai pu obtenir dans le cadre de rescrits fiscaux. Ce n'est pas du tout dans la base générale des positions de l'administration, la base BOFIP. Donc c'est évidemment à prendre avec des précautions parce que cette solution ne s'impose pas à l'administration. Mais en gros, la pratique, c'est que quand vous bénéficiez d'un airdrop, il n'y a pas de fiscalité. Elle s'est considérée comme une réception à zéro, donc vous n'investissez pas, vous n'avez pas de supplément de prix d'acquisition sur votre portefeuille crypto. C'est juste que ça va venir augmenter la valeur de votre portefeuille crypto et que l'imposition se fera à la sortie lorsque vous ferez une conversion en euros ou que vous achèterez des biens et services. Avec donc le calcul au moment de la plus-value calculée au moment de la cession crypto, et soit pour la flat tax ou le barème progressif sur option. Et le point de vigilance que je vous disais il y a quelques secondes, il faut toujours vérifier la raison de l'airdrop. Si cet airdrop, en réalité, a une contrepartie qui n'est pas, en gros, une contrepartie de test du protocole ou une contrepartie commerciale, ils vont faire un airdrop juste pour faire connaître leur protocole, il y a de fortes chances pour que ce soit imposé dans une autre catégorie. Notamment si vous avez réalisé des prestations bien définies à l'attention d'un projet, d'un protocole. Pour les professionnels qui font une comptabilité, c'est un tout petit peu différent. La raison, elle est simple. Alors, ce n'est pas applicable en BNC. C'est pas applicable en BNC pour une bonne raison. C'est que la définition d'un patrimoine BNC, ça ne comprend que les biens qui sont nécessaires à l'activité.
des biens qui sont qu'on répute affectés par nature à l'activité BNC. Tout ce qui n'est pas considéré comme affecté par nature à une activité BNC, ça ne rentre pas dans le régime BNC, parce que justement, on ne tient pas de comptabilité en BNC. Et les airdrops, en fait, on ne peut jamais considérer que c'est affecté par nature à une entreprise BNC. Donc, airdrop, jamais en BNC. En revanche, on peut en recevoir en cas de bénéfices agricoles, ça va être assez rare, mais en général, évidemment, BIC, IS, c'est plus probable. Et comme on tient une comptabilité en BIC et en IS, on a l'impossibilité de comptabiliser pour une valeur à 0. Et donc, la seule solution qui s'offre pour des questions de réalisme, en gros, c'est pas inclure cet airdrop pour une valeur de 1 centime, parce que c'est pareil, ça n'aurait pas de réalité en fait. Faut l'inclure sur la base de la valeur vénale, son cours au jour où vous percevez cet airdrop, au jour où il devient disponible pour vous. Ce qui fait que quand vous avez des airdrops, alors si vous avez des airdrops que vous ne vouliez pas, que vous en recevez et qui ont une valeur, je vous conseille quand même de bien suivre votre portefeuille, parce que avoir une imposition sur un airdrop que vous ne souhaitiez pas, que vous découvrez 3 mois après, et où le token s'est cassé la gueule de 90%, c'est pas très agréable. En fait, ça va surtout entraîner des lignes d'écriture comptable supplémentaires. Au lieu de surveiller son portefeuille, si vous n'en voulez pas, vous le revendez assez rapidement. Voilà, il n'y a pas trop d'éléments compliqués à anticiper dessus. C'est jusqu'après, donc à l'acquisition, on comptabilise à la valeur vénale et on constate un produit. Et à la revente, contrairement aux règles sur les plus-values particuliers, on a un suivi crypto par crypto, c'est les règles comptables qui l'imposent. Donc si vous revendez cette crypto, vous avez eu un airdrop et sa valeur était de 1000, vous le vendez 1200, vous avez un gain de 200 dessus, tout simplement. Le lending. Alors, là, on entre vraiment, avec le lending, le staking et le mining, on entre vraiment dans ce que je disais en tout début, à savoir que c'est pas parce que vous êtes dans le monde de la crypto, que vous restez dans le monde de la crypto, que vous n'êtes pas imposé. En fait, parce que justement, ce lending, vous allez recevoir des actifs numériques, mais vous n'allez pas en céder. Et recevoir quelque chose, il faut toujours s'interroger sur quelle est l'opération juridique qui permet cette réception, pour savoir si cette opération juridique entre dans une catégorie d'imposition qui est définie par le Code général des impôts. Et la grosse distinction à faire, c'est entre les plateformes centralisées et décentralisées. Le cas le plus simple, c'est quand vous recevez des revenus de lending sur une plateforme centralisée. Pour faire assez simple et pour comprendre pourquoi ça doit être imposé comme des intérêts au moment de leur disponibilité, donc au moment où c'est crédité sur votre compte, des exchanges, en fait, c'est des banques crypto. Des banques, a priori, quand vous avez des dépôts chez eux et qui vous rémunèrent pour ces dépôts, vous êtes imposé, même si vous le laissez sur votre compte bancaire. Des cryptos, si vous déposez des cryptos chez un intermédiaire et qui vous rémunère parce que vous avez un dépôt chez lui, donc il vous verse des intérêts, il vous verse même en crypto, vous êtes imposé comme des intérêts sur les cryptos reçus, sachant que dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers, on s'en fout de savoir ce que vous encaissez. On veut juste savoir si ce que vous encaissez, ça a une valeur. Si ça a une valeur, c'est taxable. Vous recevez des stablecoins, du bitcoin, de l'Ether, ça reste sur la plateforme d'échange. Il faut quand même regarder la valeur au jour où ça a été crédité sur votre compte pour savoir quelle sera la base taxable en revenus de capitaux mobiliers. Oui, je sais, vous allez me dire, mais c'est sacrément chiant en fait. Et puis, est-ce que c'est vraiment réalisable? Alors, réalisable, je ne sais pas. Contrôlable, on verra un peu plus tard, c'est aujourd'hui difficilement contrôlable. Ça va devenir très contrôlable et très contrôlé dans les prochaines années, notamment via des mécanismes de reporting automatique d'informations sur les plateformes d'échange qui opèrent dans l'Union européenne et dans un certain nombre de juridictions de pays de l'OCDE, parce qu'il y a 2 instruments qui ont été signés l'année dernière, l'un au niveau de l'Union européenne qui s'appelle DAC 8. C'est une directive européenne qui doit être transposée au plus tard le 31 décembre 2025. Et l'autre, c'est au niveau de l'OCDE, ce qu'on appelle le Crypto Asset Reporting Framework. C'est un échange automatique d'informations. Et aujourd'hui, il y a 48 juridictions qui sont signataires, notamment les îles Vierges britanniques, notamment les États-Unis. Alors ça, c'est assez rare de voir les États-Unis. Plus rare que de voir les îles Vierges britanniques parce qu'en matière d'échange d'informations bancaires, les îles Vierges britanniques font partie de l'accord
d'échange automatique d'informations en matière bancaire, mais les États-Unis n'en font pas partie, ils ont leur propre outil. Et là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire cavalier seul en matière de contrôle crypto, donc ils se sont joints à la coalition internationale de contrôle, on va dire, et en gros, toutes les opérations qui seront réalisées sur des plateformes d'échange situées aux États-Unis vont remonter au fisc français lorsque elles sont réalisées par des résidents français. Voilà. Donc ça, c'est plutôt entré en vigueur. Normalement, le délai pour incorporer dans les droits nationaux, c'est jusqu'au 31 décembre 2026 de mémoire, à vérifier quand même. Mais tout ça pour vous dire que le contrôle va arriver. Donc voilà pour la CeFi, en fait, c'est assez simple, donc revenu de capitaux mobiliers. Et pour la DeFi, il y a un petit sujet qu'on va aussi retrouver d'ailleurs pour le mining, sur ce sujet-là, pardon, pas pour le mining, pour le staking. C'est un peu le même sujet que le liquid staking, en gros. C'est que sur les plateformes DeFi, vous avez deux possibilités d'avoir des rendements sur le fonctionnement du protocole. Soit le protocole va créditer directement des actifs sur votre wallet. Dans ces cas-là, vous recevez des actifs numériques et il n'y a pas de raison que ce soit imposable autrement qu'en revenu de capitaux mobiliers. Il faut savoir que la catégorie revenu de capitaux mobiliers, c'est une catégorie qui est extrêmement large. C'est l'imposition en gros de tous les dépôts, de toutes les créances, c'est tout ce qu'on peut recevoir à raison de fonds que l'on met à disposition de tiers ou que l'on dépose chez quelqu'un. Et voilà, donc dans la DeFi, soit vous avez des rendements qui sont versés directement sur votre wallet, et dans ces cas-là, pas trop de sujets, soit vous avez certaines plateformes qui fonctionnent de manière un peu plus exotique, à savoir que quand vous allez déposer des actifs sur un pool de liquidité, vous allez recevoir en contrepartie des actifs numériques représentatifs de votre dépôt. C'est exactement comme du liquid staking. Notamment sur AAV, par exemple, vous déposez des USDT sur une pool de liquidité sur AAV, vous recevez des AUSDT, et ces AUSDT, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les échanger à votre voisin, ils sont sur votre wallet. C'est juste qu'à terme, vous pouvez rééchanger, les burner dans le pool de liquidité pour pouvoir récupérer votre mise assortie d'un intérêt. Et là-dessus, on a une petite incertitude, à savoir, est-ce qu'il faut se baser sur la matérialité des opérations? Parce que matériellement, vous avez un actif numérique, vous l'échangez contre un autre actif numérique, parfait, sursis d'imposition. Et lorsque vous rééchangez votre actif numérique, pareil, sursis d'imposition. Dans ce cas-là, ça se fait plutôt de manière douce. Il n'y a pas de douleur, parce qu'il n'y a pas de gain à constater à ce moment-là. En revanche, si à l'occasion d'un contentieux fiscal, les juges ou l'administration, enfin sur proposition de l'administration, mais s'ils avaient la bonne idée de dire non, mais en fait, il ne faut pas se baser sur la matérialité de l'opération. On a encore 10 minutes, il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc il ne faut pas se baser sur la matérialité de l'opération, mais il faut se baser seulement sur l'intention du contribuable. Globalement, l'intention, c'est de percevoir un rendement, donc les risques de requalification. Voilà le lending. Le mining, alors le staking, ce sera un peu dans le prolongement du mining, en fait, parce que ce qu'il faut inclure dans le mining, en gros, c'est la participation à l'entretien et au fonctionnement du blockchain. C'est comme ça que c'est défini par les juges aujourd'hui. C'est imposable dans la catégorie BNC, bénéfices non commerciaux, et ça peut, sous condition, être imposable dans la catégorie BIC, seulement si l'activité présente une dimension industrielle. Parce qu'en fait, les bénéfices industriels et commerciaux, vous l'avez compris, ce n'est pas seulement les bénéfices commerciaux, c'est aussi tous ceux qui ont une dimension industrielle. Donc si vous avez clairement un entrepôt de machines de minage, si vous le faites en tant que particulier, vous êtes complètement fou, mais on ne sait jamais, ce sera imposé en BIC. Sinon, c'est plutôt BNC. Là, il faut faire un petit peu attention parce que sur l'imposition, on a un débat qui existe toujours sur le fait de savoir si c'est imposable à réception ou à la revente. Sachant que ce qui a mis un peu le doute, c'est une décision du Conseil d'État de 2018. Donc, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative. C'est une décision de 2018 qui nous a dit que les gains de cession d'actifs numériques, lorsqu'ils avaient été obtenus en contrepartie de la participation à l'entretien et au fonctionnement d'une blockchain, sont susceptibles d'être imposés en BNC. Alors déjà, le Conseil d'État ne nous a absolument rien dit sur la réception, c'est vraiment sur la revente qu'il a pris position. Dans le prolongement de cette décision, il y a une doctrine administrative qui est sortie, qui nous a dit qu'en gros, quand vous miniez,
si les cryptos reçus étaient attribués gratuitement, leur valeur d'acquisition devait être considérée comme nulle et devait être imposée à la revente. Alors, il y a deux sujets qu'on voit aujourd'hui dans les contentieux fiscaux, notamment ceux dont j'ai la charge. C'est que l'administration, en fait, ne tient pas compte de cette doctrine pour une bonne raison. Elle dit mais moi, j'ai dit que ce n'était pas imposé si les cryptos étaient attribués gratuitement. Mais vous faites du mining, c'est pas gratuit, tout simplement. Vous fournissez un effort pour récupérer des récompenses en crypto. Donc, elles ne sont pas attribuées gratuitement, elles sont attribuées à raison d'une contrepartie. Donc, la doctrine ne serait pas applicable. Et deuxième élément qui est incohérent, c'est qu'en matière d'imposition BNC, déjà, on ne tient pas compte de la forme de l'encaissement. Tout type d'encaissement doit être imposé dès lors que cet encaissement devient librement disponible, y compris si c'est des cryptos. Il n'y a pas du tout de sujet de différé d'imposition dans les règles BNC. Et ensuite, le problème qui existe, c'est que la doctrine administrative dit, en gros, ce sera imposable en BNC au moment de la revente. Sauf que pour des questions de définition du patrimoine BNC, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, c'est apprécié ultra strictement un patrimoine BNC. Et des actifs qui sont minés en BNC, qui seraient imposables en BNC, il y a énormément de probabilités pour qu'en fait, en gros, ils soient considérés comme fiscalement, comme rejoignant votre patrimoine privé juste après qu'ils aient été minés, y compris pour le staking. Donc en fait, ils ne seraient jamais susceptibles d'être imposés en BNC. Ce qui fait que cette doctrine administrative est complètement incohérente et pas du tout en conformité avec les règles fiscales générales qui existent. Toujours est-il qu'elle a le mérite d'exister. Donc, on a quand même un gros débat sur l'imposition à réception ou l'imposition à la revente. L'imposition à la revente. L'administration, dans ses contrôles actuels, a tendance à considérer que c'est une imposition à réception, en dépit de la doctrine administrative et en dépit de la décision du Conseil d'État. Voilà pour le mining. Le staking, je vous l'ai dit, en fait, le staking, il y a tout un tas d'opérations qu'on peut regrouper sous la terminologie staking. Et en gros, ça va être assimilable soit à du lending, soit à du trading spot, notamment lorsqu'on a des actifs numériques noirs, donc le liquid staking, soit à du mining. Donc on participe directement au fonctionnement de la blockchain. Et l'imposition, en fait, se fera en fonction de cette qualification, sachant que là, ça mérite quand même 2 minutes de s'attarder sur l'amendement Botorel. On s'est beaucoup réjoui, enfin, je ne faisais pas forcément partie de ceux qui s'étaient réjouis, mais l'écosystème s'est beaucoup réjoui du fait que cet amendement a été retiré de la loi de finances pour 2024. Donc on s'est dit, finalement, c'est plus imposable la réception de la récompense de staking. Je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que dans l'exposé des motifs de cet amendement, il était précisé de manière ultra claire que c'était en gros une codification qu'on appelle à droit constant. Le député, il a juste dit, en gros, l'imposition du staking à réception, c'est selon moi ce qui existe depuis 2018, on va le mettre dans la loi. C'est tout ce qui s'est passé. Et le fait de le retirer ne change absolument rien sur le fait que ce soit potentiellement imposable à réception depuis des années, en fait, depuis toujours. Parce que, en fait, la définition du patrimoine BNC fait que ça doit être imposable en réception. C'est juste en fonction de la doctrine administrative qu'on pourrait avoir un petit bémol, mais doctrine qui a tendance à être écartée. Et je suis désolé, on s'est beaucoup trop attardé. Je pense que je vais devoir... On passe aux questions ? Ok, on va passer aux questions. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de sujets qu'on n'a pas vus. Donc, les attributions de tokens, je fais juste le récap de ce qu'on aurait pu voir rapidement. Donc, l'attribution de tokens à des salariés ou aux prestataires. Je le dis juste en 2 minutes. Salarié, en fait, c'est du salaire classique. C'est juste qu'on ne peut pas le faire juridiquement sur tout le salaire. Mais globalement, si vous recevez des cryptos en tant que salaire, ça reste imposable comme du salaire. Si vous recevez des cryptos en tant que prestataire freelance, c'est comme si vous encaissiez du chiffre d'affaires classique. Donc, faire attention si vous avez de la TVA et autres. Et aussi à inclure dans votre déclaration BNC, BIC, ce que vous voulez. Les achats de tokens à prix de décoté, quand vous participez à un projet, il faut faire attention parce que ça peut être requalifié en salaire si c'est mal fait. Et ça a aussi des conséquences assez désastreuses pour l'entreprise quand c'est requalifié en salaire. Et la TVA, globalement, si vous faites du trading, il n'y a pas de TVA. Si vous faites autre chose que du trading, il peut y avoir des sujets de TVA. Voilà, en gros. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, quand on fait du trading crypto, il n'y a absolument pas de TVA qui va s'appliquer parce que c'est des opérations sur ce qui est qualifié de
devises conventionnelles, et c'est une opération qui est exonérée. C'est dans le champ de la TVA, mais c'est exonéré. Voilà, ça a été très très rapide sur la fin, j'en suis désolé, mais normalement, ce qui vous intéressait le plus, de toute façon, c'est les opérations qui sont taxables chez les particuliers. Donc j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions, et allez-y si vous avez des sujets. Merci beaucoup de votre attention.